Marcel, Olivier Pollard, bonsoir. Bienvenue à la librairie Dialogue, où vous venez de nous présenter le premier tome d'une anthologie de l'histoire du rock en Bretagne. Alors, pouvez-vous globalement nous dire, est-ce que l'émergence du rock en Bretagne suit globalement le même cheminement que dans le reste de la France, ou est-ce que c'est très particulier ? Ouais, il me semble que c'est particulier, d'une part par le nombre de groupes qui émergent très rapidement, et de toute façon parce que tous les musiciens le confirment, qu'on a retrouvé, parce qu'on a beaucoup enquêté, il y a une possibilité tout simplement en Bretagne de capter les ondes anglaises, que ce soit la BBC ou les radios pirates comme Radio Caroline, et de fait le fait qu'on soit voisins par simple capillarité, donc le rock arrive ici d'une manière directe, sans passer par Paris. Ce qui est important, puisque Paris va pervertir légèrement le message en transformant tout ça en mode yéyé. Et la Bretagne va être assez peu sensible au yéyé et veut puiser, tous les groupes le disent, ils veulent puiser directement à la source anglo-saxonne. En cela, c'est différent. Qui sont les premiers groupes de rock breton qui révèlent vraiment le genre ? Alors, en fait, ça part surtout des grandes villes, notamment Nantes. C'est vraiment la première ville qui va proposer des groupes de rock dès 60-61, suivi d'assez près par Brest avec les Loups Noirs. Et puis Rennes va suivre dans la foulée avec les Spirales, les Atlas, qui sont des très bons groupes. Mais ça représente une poignée de groupes dans chaque ville. C'est vraiment, au départ, c'est très réduit. Quels sont les lieux brestois les plus mythiques de cette émergence du rock en Bretagne ? Alors, il y avait deux lieux principaux. Il y avait la Redoute, c'est-à-dire l'actuelle salle du Vauban, qui est restée identique à celle qu'elle était en 1965. Donc voilà, c'est vraiment un monument d'histoire, cette salle. Et sinon, il y avait le Prado, qui était une salle au Moulin Blanc, qui était aussi très branchée rock. Autrement, les autres salles, c'était principalement dans le reste du Finistère, mais il y avait des salles dans tous les lieux du Finistère, Saint-Renan, Landerneau, etc., jusqu'au Pays Bigoudin, le Morbihan. Il y avait une foultitude de salles de concert, en fait, des salles de bal en fait. C'était vraiment au kilomètre carré, il y en avait quand même proportionnellement davantage que dans les autres régions françaises. Les festivals bretons aujourd'hui ont une renommée européenne très forte. Qu'en était-il dans les années 60 ? Les festivals, c'est balbutiant. On trouve le premier festival a priori à Pont-l'Abbé en 66, on a des photos, mais on entend par festival à ce moment-là, d'abord c'est couvert, c'est dans une salle de cinéma, et il y a juste 5-6 groupes, mais c'est quand même un des premiers festivals repérés. C'est un peu le festival de l'Oudéac 70-71, qu'on appellera le Woodstock breton, et qui lance un peu le mouvement au moins des festivals en plein air. Dans les années 70, on assiste à un certain renouveau braise, comme vous l'appelez, un peu folk. Comment résiste le rock face à ce renouveau ? En fait, il fusionne en réalité, parce que ce qui se passe avec Alan Stivell et Dan Arbras, c'est que Dan est un rocker classique entre guillemets, originaire de Quimper. Alan est un expatrié, il arrive en Bretagne avec ce désir de se ressourcer, et les deux ensemble vont faire. C'est l'idée d'Alan au départ, mais ils vont électrifier vraiment la musique celtique. Et c'est une révolution qui va avoir des répercussions partout, parce que Alan Stivell a pu tourner ensuite dans le monde entier. Non, il n'y a pas d'opposition entre la musique celtique et le rock, en fait. C'est ça qui est intéressant ici, c'est que finalement tout va fusionner. À quand le prochain tome ? L'année prochaine, dans un an, tome 2, même période.